Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast NetWoodSafe pour aider les professionnels de la volaille à améliorer l'observance de la biosécurité. Je suis Amélie Chastagnier, je travaille à l'Institut technique avicole et je reçois aujourd'hui Éric Leleu, référent national biosécurité à la DRAF de Bretagne, qui est chargé entre autres de la formation de biosécurité des inspecteurs des services vétérinaires. Bonjour Éric, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis référent national biosécurité. J'interviens dans les filières volaille et porc. Mes missions sont multiples. Je suis chargé de donner un avis technique lors de la rédaction de nouvelles réglementations. Donc je suis en lien avec les représentants professionnels des filières pour recueillir et expertiser leurs demandes, et également en lien avec les services de l'État en région, les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, et en département avec les directions départementales de protection des populations, les DDPP. Donc pour tout ce qui concerne l'application de la réglementation biosécurité, notamment par les inspections. Enfin, j'ai une mission de formation interne à l'administration pour les inspecteurs qui réalisent les inspections en élevage. Aujourd'hui, nous allons parler des contrôles officiels des autorités sanitaires, qui occasionnent souvent du stress chez les éleveurs, d'autant que ceux-ci sont soumis à différents types de contrôles et audits. Pouvez-vous expliquer comment se situe l'inspection officielle par rapport aux autres audits professionnels ? Oui, il existe deux catégories. Donc tout d'abord les audits dits professionnels avec l'organisation de production de l'éleveur. Donc ces audits peuvent être liés soit à un cahier des charges commercial, par exemple production label, ou interne au groupement de production. Au niveau de la biosécurité, un audit annuel sera dorénavant obligatoire pour chaque éleveur adhérent à un organisme de production. Il pourra être réalisé soit par le vétérinaire sanitaire, le technicien du groupement, le technicien d'un organisme certificateur ou de la chambre d'agriculture. Les objectifs de ces audits sont multiples. Cela permettra un moment d'échange privilégié entre l'éleveur et son encadrement technique sur le sujet de la biosécurité. Permettra également d'exposer à l'éleveur le niveau de biosécurité de son élevage pour envisager avec lui les améliorations à envisager. Et puis il existe des contrôles ou inspections officielles qui, eux, sont réalisés par les autorités sanitaires, les DDPP. L'objectif de ces inspections est de s'assurer que les mesures rendues obligatoires par la réglementation sont bien mises en œuvre dans l'élevage et d'une manière globale sur l'ensemble du niveau national. Il s'agit en effet de s'assurer que l'ensemble de la filière avicole est protégée de manière optimale au niveau sanitaire. Donc ces inspections sont réalisées de manière planifiée, mais également de manière inopinée, même si c'est plutôt rare. Les éleveurs, pour ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une inspection, redoutent ce moment en effet. Sûrement par manque de connaissance de ce qui va leur être demandé, par manque de connaissance aussi du niveau de biosécurité de leur exploitation et également par peur d'une éventuelle sanction. Alors comment se passe concrètement une inspection ? Comment l'inspecteur y procède ? D'abord, il est essentiel qu'une bonne communication puisse s'établir entre l'éleveur et l'inspecteur dès les premiers moments de l'inspection. Même si dans la majorité des cas, l'éleveur est préalablement prévenu de la date de l'inspection, il va lui falloir s'y préparer. Le premier conseil que je donnerais à l'éleveur est de disposer du temps nécessaire pour le déroulement de cette inspection, car elle va durer de minimum 1 heure à 2 heures. Il lui faut donc accepter que le temps accordé à son travail quotidien puisse être perturbé. Si l'éleveur est déjà stressé de ne pas pouvoir accomplir son travail comme il en a l'habitude, le premier contact avec l'inspecteur va être sûrement difficile. L'éleveur doit donc se rendre disponible à 100% pour ce moment d'échange. Ensuite, les 5 premières minutes du contrôle sont primordiales pour établir un bon contact. Le deuxième conseil est que chacun doit y mettre du sien et respecter les règles de politesse et de cordialité, c'est un minimum. Ensuite, l'inspecteur va présenter les objectifs de l'inspection et son déroulement. Le but n'est pas de dérouler mécaniquement une grille et de cocher des cases. L'inspection est un échange entre l'éleveur et l'inspecteur. L'inspecteur a besoin de connaître le fonctionnement de l'élevage pour mieux évaluer les erreurs et les risques éventuels. Lors des formations des inspecteurs, nous leur demandons de commencer par un tour de l'élevage avec l'éleveur afin que celui-ci expose son travail au quotidien. C'est comme cela que l'inspecteur va pouvoir comprendre les différents flux, les entrées de véhicules, des personnes, des poussins, des fumiers, etc. et comprendre les éventuelles difficultés qui se présentent à l'éleveur.
Donc, l'inspecteur va questionner l'éleveur au fur et à mesure de la conversation. Il recueille ainsi tous les éléments qui lui permettent de commencer à évaluer les mesures prises par celui-ci. Enfin, le troisième conseil est que l'éleveur a tout intérêt à participer à cet échange. Ce n'est pas du tout un interrogatoire, il ne doit donc pas hésiter à exposer ses propres difficultés et ses solutions. L'inspecteur va également prendre connaissance du plan de biosécurité de l'exploitation et comparer les mesures qui y sont prévues avec les éléments qu'il a pu observer sur le terrain. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc à la fin de l'inspection, l'inspecteur fait un compte-rendu oral à l'éleveur. L'inspecteur veille à privilégier les sujets les plus urgents ou importants pour aider l'éleveur à gérer ses priorités dans les mesures de biosécurité à mettre en œuvre ou à corriger. Donc l'éleveur peut faire part de son avis. Là encore, il ne doit pas hésiter. Une discussion peut s'engager, il peut formuler ses interrogations, ses problèmes, motiver ses choix. Les conclusions de l'inspection sont dans l'intérêt de l'éleveur. Donc cela peut lui apporter des solutions constructives et par conséquent mieux protéger ses volailles et élever le niveau sanitaire de son élevage. L'inspecteur de son côté a réussi à faire comprendre les intérêts de cette réglementation sur la biosécurité et à la faire mieux appliquer. C'est du gagnant-gagnant. À l'issue de l'inspection, est-ce qu'il peut y avoir des sanctions ? Suite à l'inspection, il peut y avoir plusieurs suites en effet. Si tout est satisfaisant, il ne se passe rien de plus. L'éleveur va recevoir un rapport d'inspection écrit qui récapitule point par point les constats de l'inspecteur et le niveau de conformité de chaque point. Une lettre de rappel réglementaire peut parfois accompagner ce rapport pour rappeler certaines dispositions de la réglementation à l'éleveur. Donc enfin, dans certains cas, une mise en demeure peut obliger l'éleveur à se mettre à conformité dans des délais contraints. Généralement, l'éleveur est informé oralement des suites que l'inspecteur va proposer à sa hiérarchie à la fin de l'inspection. Si l'inspecteur juge qu'une mise en demeure est nécessaire, l'éleveur peut exposer directement à l'inspecteur les délais dans lesquels il pense pouvoir y répondre. Une mise en demeure n'est pas une sanction, c'est une injonction de l'administration afin que des mesures correctives soient prises dans des délais imposés. Enfin, dans certains cas extrêmes, peu nombreux, un procès-verbal d'infraction peut être rédigé. L'éleveur en est averti. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République qui décide ou non de poursuivre. Ces cas de procès-verbaux interviennent dans la grande majorité pour des cas d'éleveurs qui n'ont fait aucun effort et n'ont pas respecté les délais fixés par une mise en demeure. Ces vaches sont considérées à un risque au niveau sanitaire. Il s'agit plus souvent d'élevages, par exemple, qui ont des problèmes de mélange entre palmipèdes et autres volailles, ce qui est interdit, qui n'ont pas de sas sanitaire, des gros problèmes de biosécurité, souvent n'ont pas réalisé leur propre formation ou pas de plan de biosécurité, par exemple. Et l'inspecteur prend-il en compte les problèmes éventuels de l'éleveur, que ce soit les difficultés financières, familiales ou autres ? Bien évidemment, l'inspecteur reste un humain et il peut comprendre certains problèmes. Et il se doit de prendre en compte les particularités de l'élevage. Éleveurs et inspecteurs sont d'ailleurs tous les deux humains et chacun peut avoir ses propres humeurs le jour de l'inspection. Pour autant, pour les problèmes graves sociaux généralement, l'éleveur sera orienté plutôt vers des organismes spécialisés, la MSA par exemple. Enfin, si le jour de l'inspection, l'éleveur a un impératif important, par exemple un enlèvement de ses volailles, il lui est toujours possible de demander le report de la visite en le justifiant. Il vaut mieux, et je le répète, que le contexte de pour l'inspection soit le plus favorable possible. Merci Eric pour toutes ces informations. Maintenant, nous allons recevoir Laurence Germain, inspecteur à la direction départementale des populations d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Laurence. Pouvez-vous nous décrire la manière dont vous menez les contrôles officiels chez les éleveurs au quotidien ? Bonjour. Alors la première chose que je fais est d'appeler l'éleveur pour prendre un rendez-vous en essayant de respecter son organisation, son programme et tout en respectant mon planning bien sûr. Il est indispensable que l'éleveur puisse se libérer des tâches du quotidien pendant 1 heure à 2 heures. Je lui explique ce que je vais regarder et ce que j'attends comme document, déjà préparé. Je lui annonce qu'il va y avoir une partie d'observation physique de l'élevage, puis une deuxième partie de travail sur les documents, et enfin je répondrai à ses questions. Comme cela, l'éleveur sait à quoi s'attendre. D'accord, et ensuite, le jour du contrôle, comment se passe-t-il ?
Eh bien, le premier contact est essentiel. Je commence par dire à l'éleveur bonjour et merci de me recevoir. J'essaie de lui montrer que je connais son travail et que je respecte moi aussi les mesures de biosécurité à l'entrée de l'élevage. Garer mon véhicule sur le parking prévu, apporter sa tenue jetable, utiliser correctement le sas, etc. Je commence par un tour d'élevage de 3/4 d'heure environ, où la discussion aborde plus la technique d'élevage que le contrôle lui-même. Le lot est-il beau? Pousse-t-il bien? Comment l'aliment est en ce moment? Y a-t-il des soucis avec la ventilation? Certains éleveurs discutent, d'autres moins. Certains n'ont pas que cela à faire. On s'adapte. Tout en faisant le tour de l'élevage, l'œil de l'inspecteur travaille et prépare la deuxième partie de la visite. Et que faites-vous dans cette deuxième partie? Alors ensuite, on va au bureau où démarre l'inspection proprement dite. Je connais par cœur le déroulé et je pose mes questions. Je vérifie les documents administratifs. J'évalue si l'éleveur a bien compris les mesures de biosécurité renforcées en cas de foyer. Circulation, changement de tenue, protocole de nettoyage et désinfection, tout est abordé dans le détail. Sur la partie nettoyage et désinfection, par exemple, il y a souvent des points d'amélioration. Je demande quel produit a été utilisé, à quelle dose, si cela a été enregistré. Parfois, les éleveurs ont été mal orientés par le technicien ou le vétérinaire et il peut y avoir des anomalies. On leur demande de modifier et d'écrire ce qu'ils ont modifié. Parfois, quand les anomalies constatées sont plus graves, il y a une mise en demeure. Ce n'est pas une punition, c'est juste pour que les choses avancent. Certains éleveurs ont besoin de cet électrochoc pour corriger les écarts. Ensuite, une contre-visite est réalisée pour lever la mise en demeure quand les choses sont faites. C'est un progrès. Les corrections peuvent être aussi faites par écrit, mail, photo. À la fin, je termine toujours par un bilan qui souligne autant les points positifs que les points à améliorer, pour que l'éleveur ne se sente pas enfermé dans une spirale négative. Et je dis à l'éleveur, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que je vais vous écrire ce soir ou demain. Je veille à ne pas être plus sévère à l'écrit que ce que je dis à l'oral. Au final, dans 90% des cas, tout se passe bien. Il n'y a que 10% des cas où l'éleveur pense que l'administration est là pour lui mettre des bâtons dans les roues. L'entretien démarre mal et la discussion est difficile, même si on prend le temps. On peut arriver jusqu'à la menace d'un procès verbal si l'éleveur ne coopère pas. Mais pour le contrôle biosécurité, en général, cela se passe souvent mieux qu'en bien-être animal par exemple. Car la biosécurité a eu un impact positif. Les éleveurs s'en rendent compte. Les barrières sanitaires mises autour de l'élevage donnent une image de professionnalisme et de sérieux au public. D'accord, et pouvez-vous nous dire quelles sont les anomalies que vous rencontrez le plus souvent? C'est vraiment fonction de l'élevage. Cela dépend si le bâtiment est neuf, si ce sont des vieux bâtiments au milieu d'autres ateliers. La biosécurité a été mise en place en volaille puis en porc, mais pas encore de la même manière en bovin. Souvent, c'est la partie administrative, les documents qui ne sont pas bien ficelés. Mais il y a eu beaucoup de travail avec les groupements, les techniciens, les vétérinaires sur ce plan-là, avec le classeur de biosécurité. Dans les élevages autarciques, c'est souvent le sas qui pose problème, les flux et bien sûr aussi l'administratif. Et comme les éleveurs ont toujours travaillé comme cela, c'est difficile de les faire changer. Ils se sentent isolés et pensent avoir quelquefois moins de moyens. Mais moi, je prends autant de temps dans un petit élevage autarcique que dans les gros élevages. Est-ce que vous prenez en compte les problèmes de l'éleveur? Mon travail est de vérifier que l'éleveur met tout en œuvre pour que la santé et le bien-être des animaux soient bons et conformes à la réglementation. Il arrive que les éleveurs aient des problèmes financiers. Pour autant, ce n'est pas le contrôle qui va changer quelque chose à leurs problèmes. Je ne peux pas apporter de solution. Parfois, lorsqu'un problème est récurrent d'une année sur l'autre, il faut que l'éleveur accepte l'idée que cela ne peut pas continuer comme cela, ni pour lui, ni pour les animaux. Et on le met en relation avec des gens qui vont l'aider à réfléchir. Pour autant, les éleveurs ont besoin d'écoute. Ils n'ont pas souvent l'occasion d'échanger. Et lorsque la discussion a été constructive, il n'est pas rare qu'à la fin du contrôle, l'éleveur m'offre un petit café. Pouvez-vous nous dire ce que vous aimez particulièrement de ce travail? J'ai toujours aimé le domaine de l'agriculture, mais c'est surtout le contact qui me motive. Avoir des échanges, voir que ma modeste participation permet de faire évoluer les choses
prendre le temps d'expliquer pourquoi on fait ces choses. Il y a des règles, mais elles ne s'écrivent pas par hasard, et elles évoluent. Les éleveurs font aussi partie de ce process d'écriture, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et quels conseils donneriez-vous à un éleveur pour que l'inspection se déroule au mieux ? Surtout, d'éviter de prendre les contrôles comme un stress. Je vois des éleveurs, en particulier certaines femmes, qui n'en dorment plus. On les rassure, ce sont des humains, mais nous aussi. Les inspecteurs, nous sommes aussi des humains. On ne le montre pas à l'éleveur, mais nous aussi, nous pouvons avoir été stressés, devoir faire appliquer la réglementation. Par ailleurs, les éleveurs qui ont toujours travaillé de la même façon depuis très longtemps ont parfois du mal à se remettre en question. Je sais travailler, mais les choses évoluent, c'est important d'évoluer. Et puis, les papiers, l'administratif, cela fait partie du métier d'agriculteur. Et certains jeunes ont parfois du mal à le comprendre, laissant encore les anciens encore présents ponctuellement dans l'exploitation pour gérer cela. L'administratif, il faut le faire tout seul, sinon on est très vite perdu. On voit bien que ceux qui s'y intéressent à leurs documents et qui font ça correctement en général ont de bons résultats. La biosécurité peut servir à augmenter ses bénéfices. Tous les éleveurs ne l'ont pas encore compris. En résumé, le contrôle doit être une occasion de progresser pour l'éleveur. On n'est pas là pour les assommer. Merci à tous les deux pour cette conversation très intéressante qui permettra à coup sûr de dédramatiser l'inspection vétérinaire. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Si vous souhaitez progresser en matière de biosécurité et découvrir les pratiques dans d'autres pays européens, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web www.netpoolsafe.eu, notre réservoir de connaissances où vous trouverez des podcasts, vidéos, fiches pratiques et guides, et suivre nos comptes sur LinkedIn, Facebook et Twitter. À très bientôt pour d'autres podcasts.